Et salut tout le monde, bienvenue dans Fighters, le podcast d'un amateur de sport de combat pour les amateurs de sport de combat. À la carte, aujourd'hui, on va bien sûr parler de cette magnifique soirée de l'UFC Paris qui s'est déroulée ce samedi soir. On va refaire un tour sur tous les combats de la main card, y compris du combat de Oumar Sy. Et donc, on va essayer de débriefer tout ça, de voir les magnifiques victoires de tous nos Français, puisque tout le monde a gagné ces combats. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre une petite étoile sur les applications. Un petit 5 étoiles, ça fait plaisir. Et de m'envoyer des petits messages, un sami-h.a sur Instagram, si vous avez des petites requêtes, des choses comme ça, et que vous avez envie de me soutenir. Donc n'hésitez pas les frérots, ça fait toujours plaisir. Pour commencer, on va parler donc de ce premier combat qui m'a intéressé. Oumar Sy contre Ribeiro. Alors c'est le combat où j'ai pris le moins de notes, puisque c'est le combat qui m'a le moins convaincu de tous les autres combats. Je vais être clair, j'ai été un peu déçu de la prestation de Oumar Sy. Alors vous allez me dire, t'as été déçu, pourtant Oumar Sy fait un finish au premier round. C'est vrai, le mot est peut-être un peu dur. Néanmoins, moi j'y trouve le striking d'Oumar Sy un peu délicat. Enfin, les middles sont pas incroyables, c'est pas très précis. J'aime pas trop son striking. Après, le point fort de Oumar Sy, ce n'est pas son striking, c'est son grappling. Donc là, pour le coup, on a un finish en grappling. Je m'explique, il n'a pas fait de soumission, mais il l'a eu sur un grand pound car il a épuisé son adversaire. Et donc Ribeiro, il n'en pouvait plus. Néanmoins, Ribeiro, c'était pas top de ce qu'on a vu. Dès le premier round, il était déjà cuit, il était KO. Donc on peut pas dire qu'il y a eu une très grosse adversité. En fait, ce combat, j'ai l'impression de voir une réédite de son combat face à Takas, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est le même combat qu'il a fait face au premier combat de sa carrière à l'UFC, c'est-à-dire une démonstration. Mais personnellement, il avait besoin de cette victoire, il est clair. Il avait besoin de ce premier round. Après, c'est pas un combat qui m'a exalté. En fait, j'ai envie de dire, je m'attendais à ça. S'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été très décevant. Donc maintenant, je suis pas très convaincu, dans le sens où il m'en faudra plus pour vraiment être convaincu de Oumar Sy. Mais d'un autre côté, on pouvait pas lui demander plus. En fait, j'ai envie de vous dire, il aurait mis un KO, pareil, j'aurais dit, c'est bien, mais son adversaire n'était pas top. Donc c'est pas pour dénigrer la victoire de Oumar Sy, juste pour dire, c'est un beau combat, il fallait la gagner. Maintenant, j'attends de voir la suite. Ok. Par contre, là, on passe à un combat que j'ai très très bien apprécié, le combat de William Gomis contre Ruchala. Je précise un peu ce qui s'était passé. William Gomis, il revenait d'une défaite. Il me semble que son dernier combat, c'était une défaite à la split décision. Et donc là, il a affronté Ruchala, un newcomer qui était un ancien champion au KSW. Il avait également perdu face à Saladin Parnasse. Mais du coup, voilà, c'était un newcomer à l'UFC. Donc ce combat était très important pour Gomis, puisque comme Oumar Sy, il devait se relancer d'une défaite. Oula, cet UFC, il m'a un peu traumatisé quand même. Ce que j'ai retenu de ce combat, les amis, eh bien, Gomis, j'ai été vraiment très, très, très surpris de son niveau. Pour moi, c'est un de ses plus beaux combats parce que là, c'était vraiment une maîtrise pour moi sur 3 rounds. Pour moi, il prend les 3 rounds, c'était vraiment top. Super travail de jambes. On est habitué de la part de William Gomis de son travail de jambes très explosif. On voit qu'il est capable de balancer un middle arrière, puis après, juste en reposant la jambe, de balancer un high kick avant. Enfin, c'est vraiment très, très rapide. Et le low kick avant aussi qu'il utilise très très souvent, le middle très explosif, le beau travail défensif, voilà, il utilise, en fait il bloque pas les coups, il les évite, voilà, il arrive à tourner, il arrive à reculer sans se faire toucher, ce qui épuise beaucoup son adversaire. On a vu Ruchala baisser beaucoup en régime, Gomis également parce que c'est un travail qui est quand même aussi énergivore, de tout le temps bouger, il est beaucoup sur tout ce qui est impulsion-répulsion, donc c'était vraiment très très intéressant. Après, j'ai quand même noté que Ruchala était un peu prévisible, surtout sur sa feinte de bras avant. Je m'explique, en fait, il arrive, Ruchala, pour essayer de toucher avec son crochet avant. Il lève le genou avant, il avance et il essaye de caler son enchaînement. Et ça, il l'a fait quelques fois, c'était quand même assez prévisible. Mais voilà, Ruchala, il était. J'ai pas envie de dire qu'il n'était pas dans son combat, mais on a eu un Gomis qui était meilleur. Et donc, Gomis a imposé son style, tout simplement. Gomis, il a eu un excellent travail de défense de lutte de Ruchala, puisque c'était le domaine de prédilection de Ruchala, c'était la lutte. Et donc là, William, il a réussi à défendre pas mal de tentatives de takedown. En plus de cela, Gomis avait un beau travail en clinch avec des genoux en sortie, des coudes en sortie
Et ça, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai aussi bien aimé. Je pense que ça a bien dû saper le travail d'endurance de Ruchala. Donc vraiment très 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 bonne initiative. Pareil, bah, c'était le premier combat de Nicolas Haute dans cette soirée. Et bah, j'aime beaucoup les instructions de Nicolas Haute, surtout sur l'interround, donc entre le deuxième et troisième round, où Nicolas Haute explique très clairement à William Gomis que pour terminer ce combat en bonne et due forme, pour gagner ce combat, il va falloir utiliser le tip et le jab et le hypercut, et non pas de swing. Je m'explique. En gros, ce qu'il veut, Nicolas, en disant ses instructions, c'est que William Gomis se concentre sur le travail en ligne. Bras avant, bras arrière, jab, tip, jab, uppercut pour les amener au sol, pour faire peur. Et William Gomis utilisait pas mal de crochets. Et donc Nicolas Haute ne voulait plus qu'il utilise les crochets, car forcément si ton crochet, tu ne le contrôles pas et que tu tombes en le loupant, eh bien ça laisse une ouverture pour Ruchala pour tenter la mise au sol. Donc ça c'était pareil, bah, une très très bonne instruction, très claire, et bah, bien sûr après on a vu que William a réussi à mettre en œuvre cette instruction, et donc il a bien sûr réussi à gagner ce round. Donc pour moi, il manquait tout de même un petit finish. Si William Gomis aurait terminé son adversaire sur le troisième round comme un futur Français qu'on va parler un peu plus tard, bah, j'aurais été encore plus satisfait. Néanmoins, j'ai bien aimé ce combat. Pour moi, c'est un combat qui était très intéressant. Et donc, bon point pour William Gomis. Maintenant, bah, j'attends qu'il grimpe les échelons petit à petit. Et j'avoue que j'ai été très satisfait de cette victoire. Ensuite, on passe au combat de Axel Sola contre McGee. Alors, Axel Sola, pour en mettre un peu de contexte, c'était son premier combat à l'UFC. C'était bien sûr le champion des lightweight à l'ARES. Donc, beaucoup d'attentes sur Axel Sola, bien sûr. Ce qu'on pouvait attendre d'Axel Sola, c'est bien sûr une victoire. McGee, qui était quelqu'un qui cherchait plutôt la bagarre. Après là sur ce combat, bah, moi j'ai été très satisfait d'Axel Sola, toujours un énorme bras arrière d'Axel Sola qui est vraiment en ligne, qui est très explosif. Lorsqu'il met son bras arrière, Axel Sola, durant ce combat, il a tendance à désaxer vers la droite, ce qui lui a permis de toucher beaucoup son adversaire McGee sans qu'il ne s'en aperçoive. C'est-à-dire que vraiment le bras arrière est très explosif, et quelquefois bah, voilà, McGee il prend le bras arrière vraiment en pleine poire, et du coup ça a fait pas mal de dégâts, hein. Dès le premier round, McGee il était vraiment comment dire, déjà marqué sur le visage. McGee, par contre, était beaucoup plus actif sur le cage control comparé à Axel Sola. Donc les coudes, les genoux, et du coup, ça marque des points. Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant, ce travail. Axel, pareil, un bon travail de déplacement, tout comme Gomis. Des belles esquives. Il y a pas mal de coups qu'il esquive. Et en même temps, je trouve qu'il baisse un peu trop la tête, hein. Ça peut lui porter préjudice sur des adversaires qui sont très précis avec les coups de genoux, les crochets, les uppercuts. Un bon travail de désaxage, mais c'est vrai que ouais, c'était un peu. Des fois, je me suis dit, faut quand même faire un peu attention. Il avait l'air aussi d'être un peu fatigué sur le deuxième et troisième round. Après, c'est compréhensible. Voilà, c'est son premier combat à l'UFC, on peut pas tout lui demander. Donc pareil, très beau combat. Et bien sûr, le finish à la troisième reprise, pareil, très très intéressant. Il l'a dit en interview, il n'arrivait pas à finir son adversaire, et il a vite vu que son adversaire venait sur lui. Et donc ce qu'il a utilisé pour essayer de mettre un terme à ce combat, c'est d'utiliser l'attraction de l'adversaire, c'est-à-dire le fait qu'il vienne vers lui pour le contrer avec un coup au corps, ce qui a multiplié son impact par deux, le fait qu'il vienne vers lui. Et donc bah, le coup au corps qui fait tomber instantanément McGee. C'était peut-être un stoppage un peu trop rapide, parce que c'est vrai qu'après il se lève directement, mais il se lève directement parce que Sola lâche la prise. Moi ça m'a pas choqué, parce que voilà, il est tombé directement après le coup au corps, puis après il se prend beaucoup de patates, donc moi ça m'a pas choqué. En tout cas très très content de ce combat. Franchement j'ai trouvé ça très intéressant, et moi ça me donne juste envie de revoir Axel Sola combattre à l'UFC, bien sûr. Ensuite, on a un combat qui est un manège de montagne russe, hein. Clairement, là, franchement, Oki Jones, c'était un combat de fou. Fallait pas cligner des yeux sur ce combat. Combat, il commence Oki et Jones. Alors déjà, Jones ne serre pas la main à Oki. Pour moi, c'est du racisme. Non, je rigole bien sûr. C'est peut-être un peu un raccourci, mais juste, voilà, déjà, on sent qu'il y a une certaine animosité entre les deux. Oki, très très grosse brutalité, des gros crochets larges. Franchement, c'était méchant. C'était méchant, c'était tellement méchant qu'il a réussi à infliger 2 knockdowns à son adversaire. Il y en a seulement un qui a été scoré, mais pour moi, il y avait bel et bien 2 knockdowns. On a vu la volonté de Oki de vouloir terminer son adversaire dès le premier round, ce qui lui a porté préjudice lors de la suite
du combat. On va en parler bien sûr. Donc comme je l'ai dit, très grosse brutalité de Aoki. Il arrive à mettre quelques knockdowns, quelques beaux mouvements de buste, des gros overhand. On voit vraiment qu'il souhaite terminer son adversaire. Par contre, à côté, on a un Jones qui a une résilience de fou malade. C'est-à-dire malgré les parpaings qu'il se prend, il arrive à rester encore ici. Il n'est pas encore totalement connecté. Et c'est là où Jones fait parler un peu tout ce qui est sol et judo, puisqu'il arrive durant le combat à faire quelques bonnes projections de judo et il fait parler son JJB. Clairement, puisque une fois que la tempête est passée, eh bien Jones arrive à infliger un knockdown à Oki dans le même round, hein, donc toujours dans le premier round. Puis après, il finit avec un beau jiu-jitsu où il empêche vraiment Oki de travailler et il essaye des kimura. Oki arrive à bien protéger, mais néanmoins, c'est quand même un peu compliqué pour Oki. À la fin de ce premier round, je le sens mal quand même, parce que Oki avait dépensé beaucoup d'énergie. Néanmoins, Jones avait également dépensé de l'énergie, mais on voit qu'il y a vraiment un gros déficit de niveau sur la partie sol, surtout par rapport à la différence de niveau entre Oki et Jones. Oki perd ce combat donc sur le deuxième round par ground and pound, puisque voilà, Jones a encore fait parler son judo, sa projection, son JJB, et il a réussi à mettre un gros ground and pound. Un peu déçu de cette... Enfin, je vais pas dire que je suis déçu, parce que là c'est juste Jones qui était plus complet. Juste c'était un combat qui était vraiment très spectaculaire. Donc pour moi, voilà, Oki il sait au moins sur quoi travailler. Clairement là il y a du sol à travailler. Donc ça j'ai pas besoin de lui dire, hein. Je pense qu'il doit très bien le savoir. Grosse brutalité, des belles esquives, il y a quand même des belles choses du côté de Oki. Et Jones qui a... Voilà, il avait pas une tête ce soir-là, il avait une casserole, hein. Il y avait tout qui pouvait passer, il allait pas tomber. Donc franchement, très très intéressant. Ensuite, on passe au combat de Bukauskas contre Craig. J'ai pas noté grand chose puisque le premier round n'était pas extraordinaire. Juste le combat se termine à 5 minutes, c'est-à-dire à 4 minutes 59 du premier round. Eh bien, Bukauskas arrive à mettre un coup de coude à la tempe de Craig et donc l'arbitre sépare puisque c'était la fin du round, sauf que Craig ne se relève pas. Il est limite en train de convulser puisque le coude était vraiment très 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 méchant. Hein, on voit que il lui a fait très très mal, il m'a fait vraiment peur ce coude. Mais du coup voilà, pas grand chose à dire sur ce combat, j'ai pas trouvé ça incroyable. Voilà, Craig, je crois que c'était à 40 secondes de la fin de la reprise, il tire la garde, finalement il se prend un grand end pound où il prend beaucoup de patates et puis après il finit sur ce coude. On peut dire que c'est Craig qui a causé sa propre perte. Après, Craig c'est quelqu'un qui avait l'habitude de tirer la garde, j'ai envie de vous dire, voilà, voilà, il a tiré la garde. Est-ce qu'il aurait pas dû? Est-ce qu'il aurait dû? J'ai envie de vous dire, vaut mieux tirer la garde à 40 secondes d'une fin de reprise plutôt qu'à 2 minutes parce que si le combat devait se terminer, il se serait terminé à 2 minutes 30 aussi, c'est-à-dire, enfin, je sais pas trop. Franchement, ce combat, voilà, j'avais pas grand-chose à dire, juste ce gros coup de coude à 5 minutes. Euh, voilà. Craig, son point fort, c'était le sol. Malgré tout, il s'est fait dominer par Bukauskas. Après, Keck commence à être un peu vieux aussi. Franchement, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire, surtout que le striking n'était pas top non plus. Par contre, là, on va passer à du très très lourd. On va passer au combat de BSD contre Ruffy. Très très gros combat, les amis, puisqu'ici on avait Benoît Saint-Denis qui devait se relancer, même s'il a fait sa victoire face à Kyle Prepolek. Là, on parlait quand même de Mauricio Ruffy, de la team des Fighting Nerds, du deuxième combat de Nicolas Hoth lors de cette soirée UFC. Et donc, on entendait beaucoup de BSD et il nous a pas déçus. Franchement, les gars, il nous a pas déçus du tout. Quel combat! Le retour du God of War, bien sûr. Tout d'abord, moi, ce que j'ai noté, c'est à 40 secondes du début de round, hein, donc voilà, à 4 minutes 20, il y avait déjà un takedown qui a été réalisé, il y avait déjà une full mount qui avait été exécutée par la part de BSD, et voilà, très gros middle, très gros high kick, très très rapide. En fait, Ruffy, sur les deux rounds, n'a pas eu le temps d'activer son gear seconde, si vous voulez. Il n'a pas eu le temps de s'activer lui-même, il n'était pas là puisque BSD était beaucoup trop présent. C'était vraiment agréable à voir ce BSD dominant qui ne laisse pas un espace à son adversaire. C'était vraiment très très intéressant. Et donc voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que sur les deux rounds, il y a eu deux takedowns. Sur les deux takedowns, il y a eu deux full mounts, il y a eu de la prise de dos, il y a eu beaucoup d'activité de la part de BSD. Et donc on n'a pas vu Ruffy lors du premier round. On n'a pas vu le Ruffy lors du deuxième round. Et donc bien sûr, eh bien, BSD a gagné par étranglement arrière, par Renaki Choke lors du deuxième round. Il faut savoir que l'étranglement arrière, c'est la soumission la plus courante lors de l'UFC. Donc ce n'est pas étonnant de le voir juste ici. En tout cas, voilà. Ruffy, par contre, a mis quelques coups durs, hein, lors du deuxième round. Un coup de genou sauté,
un coude. C'était vraiment assez méchant, mais BSD n'a pas bronché, donc tant mieux, même si ça m'a fait un peu peur personnellement. En tout cas, voilà, il arrive grâce à une forte pression sur la mâchoire à faire taper Hiroshi. C'était vraiment très très intéressant. BSD a call out Gamrot et Arman Tsarukyan. Gamrot, pourquoi pas. Tsarukyan, je trouve ça un peu trop tôt. Après, bien sûr, moi, je n'ai rien à dire, hein, mais juste personnellement, dans l'œil d'un amateur, Tsarukyan, je pense qu'il y a la place. Enfin, il y a le temps avant de faire ce combat. Il était top 13. Là, je ne sais pas s'il va grimper puisque Rofi était derrière. En tout cas, il a calmé les Fighting Nerds. C'était vraiment très très satisfaisant à voir. Surtout voir les larmes de Carlos Prates. C'était très très intéressant. En tout cas, voilà, là je suis hype par BSD. J'ai hâte de voir son prochain combat, puisque voilà, c'est pas un. Moi, je vous l'ai dit, hein, ça fait quelques épisodes que je le dis, je suis un adepte du striking. Tout ce qui est grappling, ça m'intéresse un peu moins, mais j'aime quand il est exécuté de manière très dynamique. Et ça, c'est le cas de BSD. C'est un grappling qui est vraiment offensif, dynamique. Il cherche des solutions, c'est pas un grappling passif. Et donc, voilà, j'ai adoré ce combat. Et bien sûr, j'en attends encore beaucoup de BSD. Et là, je pense qu'on est tous remontés dans le train. Ça fait plaisir. À l'issue de ce combat, du coup, il restait le main event, Nassourdine Imavov contre Caio Borraio. Cela faisait déjà 2 victoires de la team de Nicolas Hoth. Cela faisait 2-0 français-brésilien. Et donc, forcément, il avait ce troisième combat, puisque Omar Sy était contre un Brésilien également. Nassourdine contre Caio Borraio. Alors, comment dire, c'est un combat qui est allé à la décision. Euh, Bon, j'imagine que vous avez vu, Nassourdine a gagné à la décision face à Caio Borraio. Personnellement, j'aurais bien aimé un finish de la part de Nassour aux alentours du 4e, 5e round. Ce n'était pas le cas. Alors, il a eu une petite blessure au niveau du talon, comme il a dit. Peut-être que ça l'empêchait de faire quelque chose. Je pense que oui, puisqu'on a vu pas mal de fois Nassour faisant des retraits le buste. Et je pense qu'il y avait clairement moyen de caler son bras arrière en contre. S'il n'a pas pu le faire, c'est sûrement à cause de cette blessure. En tout cas, malgré cette blessure, eh bien, Nassour a été très dominant. Pour moi, Caio prend le premier round, mais seulement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activité de Nassour. Nassour prend les informations, comme d'habitude, il fait vraiment son premier round de renseignement. Et puis après, pour moi, voilà, c'est 4 rounds qui sont pour Nassour. Peut-être le troisième round qu'on peut donner à Caio, mais pareil, en fait, on peut pas dire que Caio mérite de prendre les rounds, c'est juste que Nassour n'en faisait pas assez. Mais sinon, sur les autres rounds, voilà, 2, 4 et 5, c'est clairement Nassour qui prend de l'espace, qui est tout le temps sur le pressing, qui met les plus gros dégâts. Franchement, les ouvertures au corps, Caio était vraiment très très ouvert au corps, puisqu'on l'a vu, dès que Nassour déclenchait avec les poings, Caio montait les mains vraiment très très hautes. Tellement hautes qu'on voyait clairement ses flancs apparaître. Et moi je me suis dit, mais c'est quand qu'il va taper au corps? Parce que si je l'ai vu, Nassour, il l'a sûrement vu. Et c'est là où Nassour met un très beau uppercut au corps, mais tellement rapide, vraiment tellement rapide que là je me suis dit, ah ok, en fait il avait vu. Il avait vu depuis le début que dès qu'il montait les mains, il y avait une ouverture. Donc ça faisait vraiment très plaisir. Bien sûr, on a eu un Nassourdine qui était vraiment très explosif, très varié des points, hein, je m'explique, il y avait des bras avant, des bras arrière, des crochets, des uppercuts à la tête, au corps. Pour moi, il manque un peu de kick. Alors, c'est vrai que Nassour utilise pas mal de stop kick, hein, donc les front kicks au niveau du genou, pour empêcher l'avance de Caio Borraio, ce qui a marché bien sûr. Mais voilà, il manque des middle, il manque des high kicks. Après, c'est vrai que face à un Ramzat, par exemple, tu ne vas pas balancer de middle ou de high kick. En tout cas, c'est fort déconseillé. Donc ça peut être, c'est peut-être assez compréhensible hein, qu'il se prépare en même temps pour ses futurs adversaires. Comme je l'ai dit, pour moi, il manquait peut-être un peu de bagarre. Voilà. Pour moi, il manquait un peu de moments où Nassour lâche un peu les chevaux. Mais c'est vrai que c'est un combat qui avait beaucoup d'enjeux, vraiment beaucoup, beaucoup d'enjeux, puisque imaginons, il y avait peut-être une chance sur 100 que Nassour se prenne un lucky punch. Perdre un combat à cause d'une bagarre au 4e round, tu peux t'en vouloir vraiment pendant longtemps. Donc là, on a eu un Nassour qui était vraiment très discipliné, comme on a l'habitude, et donc c'était vraiment très beau à voir. Une domination totale de Nassour. En fait, on pouvait s'attendre à ce que Caio Borraio pourrisse le jeu, empêche Nassour de travailler en faisant du cage control, sauf que finalement, c'est ce que Nassour a fait. En fait, il a pas vraiment pourri le jeu. Il a fait l'action en mettant la pression. Il a fait l'action en utilisant son anglaise. Et il a également empêché Caio de travailler en faisant son catch control. Donc Nassour a retourné les armes de Caio contre lui-même. J'ai trouvé ça très intelligent de sa part. Il y avait un niveau d'écart. Hein. Même Caio, il a dit à la fin du combat, il était meilleur. Là, il n'y avait rien à dire. Nassour, je crois que je l'ai jamais vu inquiété pendant le combat.
En fait, vous allez peut-être comprendre là où je veux en venir, mais pour moi, Nassour combat comme un champion. En fait, tous ces derniers combats, si tu me dis que Nassour il est champion des middleweight, bah, je t'ai dit ouais. Il a défendu sa ceinture contre Caio, il a défendu sa ceinture contre Adesanya, il a défendu sa ceinture contre Brendan Allen, il a obtenu sa ceinture face à Jared Cannonier et il a fait son title shot face à Roman Dolidze. Franchement, c'est un run où pour moi, tu me dis qu'il est champion, ça me choque pas parce que Nassour, il est tellement discipliné, il fait tellement tout ce qu'il faut, il prend les informations, c'est tout le temps des dominations totales. Même ce combat face à Brendan Allen où il perd son premier round, il arrive à se remettre dedans. Enfin, franchement, très très grosse maturité de combat de la part de Nassour, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai été vraiment très satisfait de ce combat. Comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré un petit finish, bien sûr, hein, c'est toujours ça de fait, mais c'était pas le cas et c'est pas grave. En tout cas, on a eu une domination totale. Il n'y a rien qui m'a fait peur. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est peut-être un peu de sol pour voir le sol de Nassour, mais bon, il n'a pas eu besoin de le montrer, donc bon, j'ai envie de vous dire, voilà, en fait, il était dans sa zone de confort, tout passait, donc pourquoi changer alors que ça passe? C'est totalement compréhensible, donc vraiment très très gros combat. C'est un 3-0 de la part de Nicolas Hoth, c'est un 3-0 des Français contre les Brésiliens, donc franchement, que demander de plus? La team de Nicolas Hoth commence à se hisser très très haut dans le MMA français et même dans le MMA international. On va avoir bien sûr Nicolas Hoth qui va ouvrir son Performance Institute qui est vraiment très très intéressant également. Il fait beaucoup de également, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, c'est très très intéressant tout ce qui s'est passé hier soir. Un 5 sur 5 sur nos combattants français, des très beaux combats. Bien sûr, pour moi, Nassour est largement le favori pour le prochain title shot. Je pense que ça me semble évident, puisque là, il va peut-être repasser premier, ou en tout cas, il est toujours deuxième. Mais voilà, il a combattu, il a montré une masterclass totale, donc pour moi, il doit être le prochain pour la ceinture. BSD, comme je vous l'ai dit, là, il est 13e, donc pour moi, voilà, il peut prendre un nom qui est dans le top 10 et gravir les échelons petit à petit. Après, on a également Oki. Bon, là, je pense que voilà, c'était un peu complexe pour lui, il va falloir se relancer encore une fois. Axel Sola, bah, il n'est pas classé, donc là, il a encore le temps de faire des beaux petits combats. Gomis, pareil, là, ça serait bien qu'il commence à taper peut-être un top 15. Il est dans la catégorie des 66, il y a des choses à faire. Et Omar Sy, bah ouais, peut-être reprendre une chance pour battre un top 15. En tout cas, franchement, aucune déception sur cette soirée pour nos Français, que des beaux combats. Donc franchement, c'était très agréable à voir. Le public est le meilleur public du monde, hein, ça bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. C'était exceptionnel l'ambiance qu'ils ont mis. Franchement, très très grosse soirée. C'était vraiment très agréable. Ce n'est pas pour rien que c'est la plus grande soirée du MMA français. Et encore une fois, l'UFC nous l'a prouvé pardon, ce samedi soir à l'Accor Arena à Paris. Donc c'était vraiment un superbe événement. J'espère que vous avez apprécié également cette UFC si vous avez pu le voir. Il y avait une petite partie qui était également disponible sur Twitch, une partie qui était sur AMC Découverte, donc en clair. Il y avait juste voilà, les 5 combats de la main card, je ne sais plus, mais il y avait des combats qui étaient sur AMC, normal. Mais il y avait pas mal de combats gratuits, comme à chaque fois à tous les UFC Paris. Donc j'espère que vous avez pu vous faire plaisir, que vous avez kiffé cet événement. Si vous avez kiffé ce podcast, eh bien n'hésitez pas, hein, je l'ai dit en début d'épisode, de le partager, d'en parler à vos amis. S'il y a des amis qui aiment les sports de combat, bah tu dis hey, écoute, il y a un petit gamin là, il parle de MMA, c'est un amateur et il kiffe, il aime bien ce qu'il raconte. Moi ça me fait plaisir, ça commence à faire connaître ce podcast. N'hésite pas également à mettre une petite note, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. C'était un épisode bonus, bien sûr. C'était pour faire un petit résumé de l'UFC Paris. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fighter.